Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Premier grand oral pour Manuel Valls demain devant les députés. Le nouveau locataire de Matignon aura pour objectif de rassembler les différentes composantes de la gauche qui doivent voter la confiance au gouvernement. Quel avenir pour le centre? Après le retrait de la politique de Jean-Louis Borloo, la succession est ouverte. Alors que le parti doit se mettre en ordre de bataille pour les européennes, on posera la question à notre invité Jean Arthuis, sénateur UDUC de la Mayenne. 20 ans après le déclenchement du génocide rwandais qui a fait 800 000 morts, la guerre des mémoires continue de faire rage. Le président rwandais Paul Kagame continue de pointer les prétendues responsabilités de la France. Débat à suivre dans ce journal. Ce sera la première épreuve de Manuel Valls depuis sa nomination à Matignon, le traditionnel discours de politique générale. Le Premier ministre va devoir rassembler une majorité et clarifier demain la politique économique du gouvernement. Un exercice à haut risque que Manuel Valls a préparé aujourd'hui en recevant les représentants de la gauche, Flora Sauvage et Maxime Tullier. Opération séduction pour Manuel Valls. À la veille de son discours de politique générale, le Premier ministre a reçu à Matignon écologistes, radicaux de gauche et communistes. Avec un message, ressouder les différentes composantes de la gauche après la défaite au municipal. Car Manuel Valls peine à rassembler les forces. Pour les Verts, le vote de confiance au discours de politique générale de Manuel Valls n'est pas encore acquis. Nous saluons la méthode du Premier ministre, du nouveau Premier ministre Manuel Valls, qui a choisi de consulter les responsables de groupes parlementaires. Ce que nous souhaitons évidemment voir, c'est si les engagements de ce pacte majoritaire de 2012 sont maintenant tenus. Un certain nombre n'ont pas été tenus pendant 2 ans et c'est bien un des problèmes qui nous a été posé et un des messages qui nous a été envoyé par les électeurs au moment des élections municipales. Et nous appelons de nos voeux évidemment le fait qu'un certain nombre d'engagements, notamment sur la transition énergétique par exemple, soient enfin tenus. Chez les Verts, la décision sur le vote de confiance sera prise demain à la réunion de groupe des députés écologistes. Chez les radicaux, on fait aussi monter les enchères. Rassembler toute la majorité, ce serait un souhait tout à fait légitime et excellent. Cela dit, il y a la majorité gouvernementale et il y a l'autre majorité plus large, qui est la majorité présidentielle. Si à gauche, les différents membres de la majorité présidentielle ne sont pas encore décidés, à droite, l'ex-secrétaire d'État Frédéric Lefebvre n'exclut pas d'apporter sa confiance au nouveau Premier ministre Manuel Valls. Et les parlementaires Front de Gauche ont annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance au gouvernement. On écoute Eliane Assassi, c'est la présidente du groupe communiste au Sénat. Oui, écoutez, je crois que ça a été annoncé par André Chassaigne, le président du groupe à l'Assemblée nationale, que nous ne voterons pas la confiance. Mais je ne crois pas que ce soit une surprise pour qui que ce soit quand même, parce que nous avons quand même des exigences assez fortes, dont 2 principales. C'est quand même, s'agissant du pacte de responsabilité, et puis du carcan austéritaire dans lequel nous sommes enfermés après la signature, après le vote du Parlement sur le traité européen. François Rebsamen, le nouveau ministre du Travail, faisait lui aussi ses premiers pas pour défendre le pacte de responsabilité lors d'un colloque organisé à la Maison de la Mutualité à Paris. Lui qui devra aussi soigner le dialogue social, on l'écoute. C'est un ministère qui doit tout à la fois protéger les travailleurs, les salariés dans leur statut et en même temps nouer ce dialogue nécessaire qui seul permettra de faire évoluer notre société en réhabilitant un beau mot qui est le mot de compromis, le compromis social. Et donc c'est tout à la fois tenir compte de la nécessité de modernisation de nos entreprises, d'adaptation de nos entreprises et de défense des intérêts des salariés et des travailleurs. Et au Sénat, c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui viendra prononcer le discours de politique générale à 15 h. Il sera débattu mercredi dans l'hémicycle du Sénat en présence de Manuel Valls. Mais les sénateurs n'auront pas à se prononcer sur ce discours par un vote. Les explications de Quentin Calmet. Le premier rendez-vous très attendu est la conférence des présidents. Elle se tient mardi à 12h30, après les réunions des groupes politiques.
Faute de nouveau ministre des Relations avec le Parlement, c'est Laurent Fabius qui a été choisi pour représenter le gouvernement. C'est lors de ce rendez-vous que la feuille de route du Parlement sera fixée pour les prochaines semaines. Laurent Fabius pourra ensuite, à 15 h, lire la déclaration de politique générale, reprenant mot à mot le discours de Manuel Valls, qui aura lieu au même moment, mais à l'Assemblée nationale. Pas de débat ni de vote au Sénat, c'est le lendemain, mercredi à 16h15, que Manuel Valls viendra présenter la déclaration du gouvernement devant la Haute Assemblée. Chaque président de groupe pourra alors donner son avis tour à tour. Enfin, ce sont les derniers jours d'attente pour plusieurs sénateurs en lice pour devenir secrétaire d'État. Laurence Rossignol, mais aussi Luc Carvounas. L'annonce devrait intervenir mercredi matin. En bref, le sénateur UMP Serge Dassault a fait condamner Libération pour atteinte à la présomption d'innocence pour la publication par le quotidien d'une liste de noms saisis par les juges qui enquêtent sur des soupçons d'achat de voix à Corbeil-Essonnes, ville dont il a été maire. 24 h Sénat, tout de suite le débat. Il y a 20 ans, l'attentat contre le Falcon du président Juvénal Habyarimana allait déclencher le dernier génocide du XXe siècle, faisant entre 800 000 et 1 million de morts en 3 mois au Rwanda. Des Tutsis massacrés par les Hutus au pouvoir. Quel fut le rôle de la France dans ce génocide? Des zones d'ombre persistent sur la responsabilité de l'État français. Faustine Saint-Genès. Des zones d'ombre et un champ de mines judiciaires planent sur les commémorations du génocide rwandais. Dès le début du conflit en 1994, Paul Kagame, l'actuel président, à l'époque chef des rebelles Tutsis, accuse la France de participer au génocide. Des accusations réitérées à plusieurs reprises jusqu'à ce week-end. Il reproche aux soldats de l'opération turquoise d'avoir retardé le sauvetage de rescapés Tutsis, à Bicécero par exemple, les laissant à la merci de leurs bourreaux Hutus. Certains accusent même la France d'avoir choisi le camp des Hutus bien avant le début du génocide. La polémique fait toujours rage. Autre point de discorde, l'enquête sur le crash de l'avion présidentiel à l'origine des massacres le 6 avril 1994. Les conclusions de l'ex-juge antiterroriste Bruguière désignaient les Tutsis, situés sur la colline de Masaka, comme auteurs de l'attentat. Le génocide était alors lu comme des représailles des Hutus sur les Tutsis. Un scénario démenti par des expertises balistiques. Le missile viendrait de Kanombe et potentiellement de Hutus. Le juge Marc Trévidic, qui a repris l'enquête et s'est rendu sur place, refuse toute conclusion hâtive. 20 ans après l'explosion du Falcon, Marc Trévidic devrait rendre ses conclusions cet été. Et puis sachez que Christiane Taubira, la garde des Sceaux, ne participera pas aux commémorations du 20e anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda, après les propos de l'actuel président Paul Kagame, qui met en cause la France dans ce massacre, des propos dénoncés par Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. On l'écoute. L'entreprise de falsification de l'histoire, qui est régulièrement développée par le régime de Kigali, est à la fois mensongère et insultante pour la France. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé à ce sujet. Je ne vais pas revenir sur le fond. Les arguments sont bien connus. Et donc je pense que nous avons eu raison aussi de prendre nos distances avec ce régime en n'envoyant pas un ministre sur place. Et pour parler de ce génocide rwandais, nos invités ce soir, David Servenet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de ce livre Au nom de la France, guerre secrète au Rwanda. Merci d'être avec nous. Et avec nous sur ce plateau également Yves Ternon, historien français. Vous êtes docteur en histoire à l'Université de Paris 4 la Sorbonne. Et vous êtes coprésident de la commission d'enquête citoyenne sur l'implication de la France au Rwanda. Merci d'être avec nous. Alors David Servenet, eh bien aujourd'hui on le voit, la polémique rebondit autour de la responsabilité de la France dans le génocide rwandais. Est-ce que ça veut dire que la mission d'information sur les génocides qui avait conclu à des erreurs d'appréciation et à une coopération militaire trop engagée n'a pas été assez loin dans ses conclusions? Bah oui, ça c'est assez évident. Alors il faut toujours saluer le travail de cette mission qui date de 1998 parce que c'est la première fois qu'en France on a d'abord exhumé des archives, tout un tas de documents extrêmement intéressants, des télégrammes diplomatiques, des notes militaires qui ont été déclassifiées et en même temps l'interprétation, la lecture qui a été donnée par la classe politique des travaux de cette mission a été légèrement
légèrement erronée. C'est-à-dire que ce qu'en dit à l'époque M. Quilles, qui la préside, ne correspond pas en fait au contenu. Alors évidemment, peu de gens ont lu les 1000 pages du rapport et des annexes, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, ce travail reste pertinent, mais il y a sans doute donc plus de 10 ans après ce premier travail, il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire. Yves Ternon, est-ce que la commission d'enquête citoyenne à laquelle vous avez participé finalement était plus loin que la mission de Paul Quilles? Ah oui, nettement, parce qu'il y avait des témoignages qui étaient vraiment accablants pour le rôle de la France dans la période du génocide, et même avant la période du génocide. Il y a eu des témoignages qui ont été faits, des reportages qui ont été faits en particulier par Alison Desforges, qui était vivante à ce moment-là, et on a conclu de façon impérative qu'on ne disposait pas de tous les éléments et que tant que l'on ne disposerait pas de toutes les archives, on ne pourrait pas tirer des conclusions claires. Donc on se trouve dans une position à cheval sur le négationnisme et la dissimulation de preuves. Donc ce que nous réclamons tous en ce moment, nous les historiens, c'est qu'on nous laisse travailler sur les véritables documents qui, pour l'instant, sont toujours cachés. Vous aussi, vous avez eu des difficultés d'accéder aux documents. Il y a une dissimulation de preuves, selon vous? Oui, parce que par exemple, l'Élysée, par le biais de l'Institut François Mitterrand, présidé par Hubert Védrine, qui occupe une position un peu compliquée, puisqu'à l'époque, il était secrétaire général de l'Élysée et donc le véritable maître d'œuvre de la politique de François Mitterrand. Donc l'Institut François Mitterrand a déclassifié une partie des archives de l'Élysée, mais pas l'ensemble de ces archives. Par ailleurs, on sait qu'il existe dans les fonds d'archives, notamment des services de renseignement, tout un tas de notes qui permettraient sans doute d'éclairer beaucoup les débats et qui, là encore, n'ont pas été déclassifiés. Donc il y a un problème d'accès aux archives qui se pose d'ailleurs aussi au Rwanda, où il y a des containers entiers au ministère de la Défense à Kigali qui sont pleins de documents et qui n'ont toujours pas été ouverts par l'actuel pouvoir. Yves Ternon, est-ce qu'un jour on pourra dire de manière claire quel a été le rôle exact de la France? C'est ce que nous souhaitons obtenir, parce qu'il est évident que Kagame a été beaucoup trop loin en accusant la France d'avoir participé au génocide, mais il est évident d'autre part que la politique suivie par la France depuis plus de 20 ans au Rwanda et d'une façon générale dans ce que l'on appelait la France-Afrique à l'époque, a été de soutenir les pouvoirs en place au nom d'une idéologie un petit peu surannée que l'on peut appeler le syndrome de Fachoda, par exemple. Et la manière dont les relations se sont établies, surtout après le 1er octobre 90, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre civile entre la France et le Rwanda, la manière dont a été véritablement façonnée l'armée rwandaise montre que l'implication de la France est évidente et qu'il faut y voir clair là-dedans. On ne peut pas forger d'accusation solide si l'on ne dispose pas d'une documentation qui permette d'asseoir ses preuves. David Servenet, vous souhaitez intervenir? Le problème, c'est que dans le discours de la classe politique, droite et gauche confondues d'ailleurs aujourd'hui, et depuis des années, il y a une absence de référence. C'est-à-dire que quand Nicolas Sarkozy va à Kigali en 2010 et qu'il parle d'erreurs politiques commises par la France pendant cette période, de quoi parle-t-il? Quels sont les faits qui sont derrière ça? Il ne les énonce pas, et à aucun moment, et Alain Juppé encore dans la réaction qu'on a entendue il y a un instant, pareil, ne parle jamais des faits. Les faits, c'est quoi? C'est d'abord un dispositif militaire officiel qui est doublé d'un dispositif clandestin qui est totalement secret, dont le pouvoir ne parle pas, sur lequel le pouvoir ne communique pas. C'est d'ailleurs dit explicitement dans les notes. Il ne faut pas l'annoncer, ce dispositif. Ce sont des livraisons d'armes clandestines qui sont faites en parallèle des livraisons d'armes officielles. C'est un appui constant à ce régime. Entre quelle période? Dans la période qui va de 1990 à 1994 et pendant le génocide. Parce que Édouard Balladur a encore redit aujourd'hui, il n'y a pas eu de livraison d'armes entre 93 et 95. Oui, alors, oui, Édouard Balladur nous a dit un petit peu autre chose quand on l'a interrogé pour le livre. Il nous a dit très exactement, je ne pourrais pas mettre ma tête sur le billot qu'il n'y a rien eu du tout par tous les canaux de tous les trafiquants d'armes de la Terre. Et on sait qu'il y a eu des trafiquants d'armes qui ont opéré au Rwanda. Or, l'armée française le savait pertinemment puisque ça passait par l'aéroport de Goma qui, à ce moment-là, était sous contrôle de l'armée française. Sur la livraison d'armes, vous avez d'autres éléments qui peuvent être ce que vient de dire David Servenet? J'écoute les spécialistes, mais il y a un élément qui me paraît absolument scandaleux, si vous voulez, c'est l'évidence de la proximité d'un génocide. Et là, c'est pas seulement la France, c'est l'ensemble des nations qui sont impliquées. Les signaux d'alerte
que nous, historiens des travaux sur le génocide, nous avons l'habitude de multiplier et d'affiner. Les signaux d'alerte n'ont jamais été aussi nombreux, et ça depuis le début de 1993. Donc on peut dire que 15 mois avant le génocide, il y avait des gens qui parlaient déjà de menaces de génocide. Et on le savait manifestement dans tous les organismes politiques français. Ça aussi, c'est une responsabilité. On le savait et on n'a rien dit, c'est ça? Non, mais surtout, c'est que les responsables politiques français, 20 ans après, sont aujourd'hui dans un déni total. Et total, on l'entend encore aujourd'hui. Ce qui pose quand même un problème, puisqu'ils sont les seuls sur cette position. Alors justement, les relations diplomatiques sont de nouveau au point mort. Que peut-on attendre peut-être de ces commémorations, qu'elles fassent à nouveau rejaillir un débat? On a vu aussi dans le reportage qu'on attend les conclusions du juge Trévidic. Qu'est-ce que ça pourrait apporter comme élément nouveau dans ce débat? Alors pas forcément grand-chose, parce que en ce qui concerne l'enquête sur l'attentat contre le Falcon du président Habyarimana, on a opéré une espèce de glissement sémantique. C'est-à-dire qu'on a considéré que cet attentat était le déclencheur, mais aussi la causalité du génocide. Or, il ne faut pas confondre les deux. L'attentat a été une étincelle qui ensuite a donné lieu à déclencher les massacres, effectivement. Mais cet attentat, et en identifiant éventuellement ses tireurs ou ses commanditaires, ne résoudra pas la question de la causalité du génocide, qui est bien en amont, puisque, comme vient de le dire Yves Ternon, c'est un plan qui est préparé. C'est un processus politico-militaire, un génocide. Vous êtes d'accord sur cette analyse de l'attentat? Ce n'est pas forcément le point de départ. C'est l'étincelle, mais cette étincelle, elle pouvait jaillir à n'importe quand. Quand vous avez un baril de poudre, il suffit de faire jaillir l'étincelle pour le faire exploser. Ça a été celle-là, mais il est évident quand même qu'il y a là une responsabilité grave du juge Bruguière qui, sans se rendre sur le terrain, a émis une hypothèse qui se révèle sur le plan non pas du qui a tiré, mais d'où a-t-on tiré, complètement faux. C'est ce qu'a invalidé le juge Trévidic. Donc il faut savoir que ce génocide allait éclater, que le Hutu Power n'avait pas d'autre solution, surtout après les accords d'Arusha, qui faisaient rentrer le FPR à l'intérieur d'un gouvernement multipartiste, que le FPR, je veux dire le Hutu Power, n'avait pas d'autre solution que de déclencher l'explosion, c'est-à-dire la destruction des Tutsis du Rwanda. Alors Christiane Taubira, on ne le sait, n'ira pas aux commémorations du 20e anniversaire de ce génocide à Kigali. La venue de la garde des Sceaux aurait pu peut-être permettre de faire avancer ce qui est dénoncé par Paul Kagame, les lenteurs de la justice française. Ça, c'est un élément qui pourrait peut-être faire relancer le débat également. Oui, c'était sans doute l'opportunité de prononcer des mots que tout le monde attendait, d'ailleurs, aussi bien côté français que côté rwandais. Pardon, regret, réconciliation, ça ne sera pas pour cette année. Ça, vous pensez qu'un jour, la France Moi, je pense que le mot que l'on attend, c'est pardon, si vous voulez. Clinton a demandé pardon, l'ONU a demandé pardon, le Sénat belge, enfin le Premier ministre belge, par l'intermédiaire du rapport du Sénat, a demandé pardon. Que simplement on nous donne les dossiers, que nous travaillons dessus et que nous puissions leur démontrer qu'il faut dire pardon. Ça, vous pensez que vous entendrez ces mots, David Cerveny? Peut-être dans 10 ans, en 2024, j'en sais rien. Je ne fais pas la politique de la France. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que de plus en plus, dans l'opinion publique française, il y a une demande de vérité. Voilà. Et la vérité, elle passe sur ce genre d'événement par l'histoire. On a tendance à l'oublier, mais Yves Ternon pourra en parler beaucoup mieux que moi. La vérité sur le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a attendu pendant plusieurs décennies. Voilà. Et il est temps aujourd'hui qu'on rentre dans cette phase-là concernant le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est important pour sortir ce pays de la tragédie, ce travail de mémoire. Je voudrais qu'on n'oublie quand même pas qu'un génocide, c'est 1,8 million, 1 million de personnes, d'individus qui sont morts. Nous, on connaît les survivants, on sait ce qu'ils ont souffert, on ne doit pas éliminer, en se garant derrière des problèmes politiques, cette souffrance-là. La souffrance que subissent les victimes d'un déni est bien plus importante que tous les intérêts politiques en jeu. Je voudrais que cette dimension morale soit rétablie dans la problématique d'aujourd'hui sur la commémoration du génocide. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat. Premier voyage à Berlin pour Michel Sapin et Arnaud Montebourg. Les ministres des Finances et de l'Économie sont venus vanter séparément les mérites de leur tandem, tout en essayant de convaincre l'Allemagne, très attachée à la maîtrise des déficits, de la pertinence de leur choix budgétaire. Pauline Dame.
Mission séduction à Berlin. Pour cette première visite officielle, Michel Sapin, désormais ministre des Finances, n'a pas hésité à vanter les mérites du pacte de responsabilité. C'est pour la France le moyen de retrouver le chemin d'une croissance plus forte et donc de plus d'emplois et en même temps de le faire en finançant par des économies qui sont indispensables. Face à lui, un ministre des Finances allemand plutôt conciliant. L'Allemagne a besoin d'une France forte. Et au début de l'année, nous avons déjà, avec François Hollande, annoncé le pacte de responsabilité. Et le gouvernement allemand a déjà fait savoir que nous sommes convaincus que la France est sur le bon chemin pour retrouver force et succès. Face au dérapage annoncé des finances publiques françaises, l'Allemagne se montre donc bienveillante. Un soutien recherché par la France alors qu'elle doit solliciter auprès de Bruxelles un délai supplémentaire pour amener son déficit public à 3% du PIB. Relancer l'économie sans se mettre Bruxelles à dos, c'est la difficile équation que doit résoudre la France. La France a toujours eu une position schizophrène en Europe. D'un côté, la France, et notamment Arnaud Montebourg, disent qu'il faut réorienter l'Europe, il faut que l'Europe fasse des politiques de croissance, il faut que l'Europe arrête de regarder de manière trop rigide les dettes et les déficits, et plutôt qu'elle se polarise sur des objectifs en termes d'emploi et de politique industrielle. Ça, c'est un discours que la France tient. Et le second discours que la France tient, c'est de dire oui, il n'y a aucun problème, on va tenir quand même nos engagements européens. Deux lignes incarnées à Bercy par deux ministres qui promettaient jeudi dernier de former un tandem de choc. Pour leur premier déplacement conjoint, Arnaud Montebourg et Michel Sapin se sont pourtant rendus séparément en Allemagne, avec chacun un programme de visite bien distinct. Jean-Louis Borloo quitte la politique à 63 ans. Il l'a annoncé hier. Il abandonne son mandat de député et démissionne de la présidence de l'UDI pour des raisons de santé. Sans lui, la démarche d'unité du centre qu'il avait entreprise va-t-elle se poursuivre? Élément de réponse avec Jérôme Bonnard. Dans une atmosphère festive comme si de rien n'était, la famille des centristes a rendu hommage au grand absent de la matinée, Jean-Louis Borloo. Un moment d'émotion, de recueillement pour notre président, celui qu'il était encore jusqu'à hier. C'est le plus beau des messages qu'on peut envoyer ce matin à Jean-Louis, auquel nous pensons tous. L'ancien président de l'UDI et du Parti radical laisse donc une équipe orpheline. À quelques semaines du scrutin crucial des européennes, parviendra-t-elle à surmonter cette épreuve? Pour certains, c'est une évidence. L'UDI a su prouver sa capacité à maintenir le cap sans capitaine lors des municipales. La force centrale de la vie politique a montré aux municipales combien elle fonctionnait, alors qu'on nous prévoyait les pires affres. Elle va montrer, je l'espère, aux européennes combien nous sommes cohérents sur nos idées, alors que nous avons en face de nous des gens qui ne le sont pas. Il n'y a pas de panne de capacité à faire, il y a maintenant un choix. Le choix décisif pour l'avenir du parti, notamment dans une éventuelle candidature centriste en 2017, ou comment remplacer Jean-Louis Borloo sans éviter une guerre des chefs. Alors certains temporisent avec pour mot d'ordre l'union. Et on joue collectif sur les décisions à prendre. Et chacun a bien compris d'ailleurs que s'il avait un ego, il est obligé de le mettre de côté. Pour peu de temps peut-être, car la direction du parti doit se réunir demain mardi pour décider d'une date de congrès qui devrait se tenir à l'automne. Et notre invité ce soir, Jean Arthuis, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Sénateur UDUC de la Mayenne et président de l'Alliance centriste. Alors on a entendu Yves Gégaud parler d'une épreuve pour le centre, un coup dur pour l'UDI. Quelle est votre réaction au départ de Jean-Louis Borloo? Cette décision, Jean-Louis Borloo, était prévisible. Moi, je voudrais rendre un hommage très sincère à Jean-Louis, qui a permis aux centristes de se rassembler. Après 14 années de division, de scission, la famille centriste n'était plus audible. Jean-Louis, au lendemain de l'élection présidentielle de 2012, a été le catalyseur du rassemblement. Il a rassemblé au sein de l'UDI. Il est allé plus loin, avec courage, avec intelligence, en tendant la main à François Bayrou et au MoDem. Il a donc rassemblé tous les centristes. Malheureusement, Jean-Louis a été sévèrement atteint par la maladie au mois de janvier. Et il était dans une situation difficile. Cette maladie, il va en sortir, mais il a besoin de toute son énergie.
pour se rétablir. Alors justement, Arthur, vous venez de parler de sa personnalité qui avait permis de rassembler les centristes. Est-ce que l'unité de la maison centriste est menacée ou garantie après son départ? Toutes les maisons sont menacées. Elles sont d'autant plus solides qu'elles sont conscientes de leur fragilité. Et je crois que chacun a compris aujourd'hui que ces querelles d'ego, ces petits calculs, ces chapelles, ces courants... Donc une guerre des chefs comme a connu l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon, ça n'arrivera pas à l'UDI. Ce serait mortifère et chacun en est conscient. La France est en situation difficile. Les Français nous ont adressé un signal d'alarme extrêmement sévère. Ces petits jeux sont obscènes. Il s'agit de développer une vraie gouvernance, de proposer aux Français un projet. Et avant même que de se préoccuper de l'élection du successeur de Jean-Louis Borloo à la tête de l'UDI, je crois qu'il faut surtout que nous fassions partager une vision de la France, de l'Europe, de la nécessité de mettre en cohérence notre projet pour la France et notre ambition pour l'Europe. Justement, les échéances électorales européennes et sénatoriales sont importantes pour le centre. Quelle est la stratégie qui va être mise en place? La stratégie, c'est l'union. La stratégie, c'est d'exprimer des convictions et de les faire partager. Il me semble que nous avons beaucoup travaillé. Je suis sûr que le travail qui s'est accompli, qui ne s'est pas toujours vu, nous avons un projet qui est pratiquement prêt. Et c'est par rapport à ce projet qu'il faudra statuer lors d'un congrès et choisir celui ou celle qui apparaîtra le plus apte à maintenir cette cohésion, ce travail d'équipe. Le temps viendra pour la présidentielle. Pour reprendre le flambeau, quelle personnalité, puisqu'il va falloir un leader incontesté, car il y a beaucoup de chantiers, vous l'avez dit, qui attendent le centre. Ces jeux de leaders participent à cette dérive de la gouvernance publique, cette théâtralisation qui fait qu'entre les discours et la réalité vécue par nos concitoyens, le divorce est total, et que ceci alimente l'exaspération et le désenchantement par rapport à la politique. Donc je crois qu'il faut d'abord travailler le fond. Ça passera un vote au sein de l'UDI lors d'un congrès pour désigner... Nous aviserons à condition que ce soit sur la base d'un projet et d'une vision. Le temps de la présidentielle viendra plus tard. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est le fond. Il faut donner aux Français l'image d'une gouvernance d'un parti politique. Et la qualité de cette gouvernance de parti doit être le certificat, le label de qualification pour assumer des responsabilités au plan national et au plan européen. Alors quelles vont être les relations avec le MoDem? Est-ce que l'alternative va continuer? Moi je l'espère. Si nous rassemblons, il faut rassembler tous les centristes, tous ceux qui partagent les mêmes valeurs et au fond qui ont la même histoire. François Bayrou a bien compris que pour devenir maire de Pau, il faut être au centre droit. Et c'est le rassemblement qu'il est parvenu à susciter à Pau, qu'il l'a plébiscité pour qu'il devienne le maire de cette belle ville. Ce sera le candidat naturel du centre pour 2017, François Bayrou? Très franchement, nous n'en sommes pas là. D'abord, le projet. Et nous verrons ensuite, il y aura sans doute des primaires à droite et au centre. Eh bien, ce serait tout à fait légitime que l'un d'entre nous soit candidat à l'occasion de ces primaires. Alors demain, on sait que l'UDI ne votera pas la confiance au nouveau gouvernement. Ça veut dire que vous n'attendez même pas le discours de Manuel Valls. Vous ne lui laissez aucune chance à ce nouveau Premier ministre. Ça témoigne du scepticisme. Moi, je vais vous dire très simplement que la contradiction entre les annonces du président de la République et de Manuel Valls, on va réduire pardonnez-moi, la dépense publique de 50 milliards. Je suis président de Conseil général. Le gouvernement vient d'édicter 3 décrets qui m'obligent à inscrire 500 000 € de frais de personnel supplémentaires en 2014. Donc on l'a compris, trop de dépenses. Cette séparation entre l'annonce globale et les actes. Alors, on a posé la question, Arthur, regardez, à notre partenaire du nouvelobs.com, le départ de Jean-Louis Borloo fragilise-t-il le centre? Eh bien, les internautes ont répondu oui à 65%, non à 24% sur 241 votants. Merci beaucoup. Il nous appartient de faire mentir ce sondage. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. C'est moi qui vous remercie.